On parle très souvent des relations toxiques, relations dans lesquelles il y a un manque de respect, de la manipulation, de la violence physique et ou psychologique, une perte d'estime de soi, du mépris, des critiques destructives et j'en passe. Des relations qui sont aujourd'hui repérables, dont on apprend de plus en plus et de mieux en mieux à se protéger, à les prévenir, à en sortir. Mais on parle très peu d'un autre type de relation, des relations en apparence saines, des relations qui ne sont pas directement toxiques. Beaucoup plus subtiles, elles sont douces, la communication y est bonne, on se sent vu, on se sent compris, on se sent rejoint directement dans qui nous sommes. Et pourtant, certaines de ces relations peuvent nous éloigner silencieusement et lentement de nous-mêmes. Bonjour à toutes les âmes de lumière et de feu qui écoutent cet épisode et bienvenue dans Âme incandescente. Ici, on parle de ce qui a été vécu et éprouvé dans la chair, dans les expériences de vie. On parle de relations toxiques et ou humaines et surtout de ce qu'elles disent de nous. On parle d'identité, de blessures émotionnelles, de schémas répétitifs, de ces moments-là où tu ne sais même plus qui tu es à force de t'être trop adapté, mais on parle aussi de découverte de soi et de reconstruction de soi. On parle de perte de sens, de crise existentielle, d'éveil spirituel, de mission de vie, et finalement on parle de spiritualité. Non pas la spiritualité qui t'anesthésie et qui te garde dans un certain confort, mais la spiritualité qui te pousse à te regarder en face, droit dans les yeux. Donc ce podcast n'est pas un espace de conseils, je ne te dirai pas quoi faire. C'est un espace de vérité, je te partage mes expériences de vie, et si ça résonne avec toi, ben tant mieux. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime et de booster la vidéo si tu l'as appréciée. Alors, aujourd'hui, je te parle d'un concept qui a changé ma manière d'habiter le monde au quotidien. Il s'agit de ce que j'ai découvert et nommé l'axe intérieur. L'axe intérieur, c'est ce point central-là, à l'intérieur de toi, qui te permet de savoir qui tu es toi parmi tant d'autres. Et pour bien illustrer mes propos aujourd'hui, je me base sur une expérience amoureuse que j'ai vécue, parce que l'amour a toujours été mon plus grand enseignant ici-bas. Mais voilà, cet épisode n'est pas un épisode sur l'amour, c'est un épisode sur la fidélité à soi. C'est parti. Dans la Bible, Proverbe 14, verset 12, il est écrit « Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors, dans ma vie, j'ai connu 2 relations toxiques majeures qui m'ont profondément blessée, mais qui m'ont aussi grandement éveillée à moi-même, à mon histoire familiale, aux blessures et aux schémas que je portais inconsciemment et qui me guidaient dans mes choix amoureux, dans mes choix de vie en général. Donc, lorsque la deuxième s'est terminée, j'avais décidé d'entrer dans une période de célibat choisie pour effectuer un grand travail intérieur, un travail de lucidité pour comprendre pourquoi je restais, pourquoi je m'adaptais, pourquoi je négociais mes limites qui n'étaient même pas clairement définies en ce temps-là. Ce qui m'a permis de comprendre que si je ne définissais pas mes limites, le type de relation que je veux vivre, le profil de la personne avec laquelle j'aimerais partager ma vie, eh bien la vie se chargerait de toujours le faire à ma place. Donc à un moment donné, j'ai posé des valeurs, des règles, des principes de vie pour devenir moi-même la personne capable d'accueillir cette personne désirée dans ma vie. Donc, en résumé, tout ce que je recherchais à partir de ce moment-là, c'était la paix, la clarté, la cohérence intérieure, la tranquillité d'esprit, le calme. Si tu venais avec ton bordel, franchement, c'était directement poubelle. Et puis un jour, après cette longue période de travail intérieur, je rencontre un homme. Et là, c'est pas l'histoire habituelle. Avec lui, je n'ai pas besoin de porter de masque, je suis moi, dans toute mon authenticité naturelle. Il est lui, il me voit, je le vois, on se voit tel que nous sommes, on se comprend tellement facilement, la communication est tellement fluide entre nous,
il y a une vraie intelligence émotionnelle dans ce lien-là, qui est tellement puissante. Il y a un respect mutuel. C'est pas un lien chaotique, c'est un lien, paisible et pour la première fois de ma vie, je sentais que je pouvais enfin respirer en amour et c'est à ce moment-là que commençait mon dilemme parce que dans la structure, les conditions extérieures n'étaient pas favorables au développement, de cette relation. Il y avait un timing compliqué, une séparation un peu difficile de son côté, une vie déjà bien construite de son côté, on n'avait pas le même âge. Le lien était super splendide, mais la structure était bancale. Et là, je me retrouvais face à une question, presque existentielle. Est-ce que je me trahis pour maintenir ce lien ou est-ce que j'abandonne ce lien malgré ses bons côtés pour rester fidèle à moi-même? En d'autres termes, je me demandais qu'est-ce que je suis prête à perdre pour ne plus me perdre moi-même? Donc, quand tu as souvent connu le chaos, la paix ressemble à une délivrance et parfois tu peux confondre mieux qu'avant avec fait pour toi. Alors au début, je fais des compromis, je relativise, j'ai envie d'y croire, j'ai de l'espoir parce qu'en toute honnêteté, je veux le vivre ce lien. Et à ce moment-là, quelque chose de très humain se met en place, c'est la dissonance cognitive. Le fait que l'incohérence entre nos valeurs et nos actions crée un inconfort que le cerveau va chercher à réduire en changeant l'histoire qu'on se raconte. Donc, au lieu d'abandonner, je commence à me raconter des histoires. J'ai sûrement une leçon méga importante à y découvrir là, ce qui n'a pas été faux au final. Peut-être que je suis trop exigeante, peut-être que mes règles sont trop rigides, peut-être que j'ai trop peur, on a quelque chose d'extrêmement rare. Oh et puis la vie est belle, hein, il faut écoute, relax, profite un peu, d'accord? Et donc petit à petit, je réalise que quelque part, je suis en train de souffrir parce que je me coupe à petit feu de moi-même. Je réalise que je suis super bien avec lui, mais il y a aussi une part de moi qui s'étiole parce que je renie quelque chose d'extrêmement précieux à l'intérieur de moi. Ce qui me fait comprendre que on peut être dans un lien qui est doux, qui est rare, et pourtant complètement sortir de son axe. On peut perdre ou s'éloigner de notre axe parce qu'on s'ajuste, hein, quand on ne devrait pas. Bon, alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que l'axe intérieur? Qu'est-ce que je veux dire par axe intérieur? Pour moi, l'axe intérieur, c'est ce centre à l'intérieur de chaque humain qui nous garde alignés à nous-mêmes, tout simplement. C'est ce qui permet au quotidien et dans les moments les plus troubles de revenir à soi, de se sentir soi-même, de sentir qu'on est relié à un centre intérieur qui nous garde fermement ancrés comme un arbre centenaire qui nous rappelle qui nous sommes. L'axe intérieur, c'est un repère, c'est une boussole. Ça sert à la solidité intérieure et à la stabilité de notre être. Moi, par exemple, il y a un élément qui a longtemps fait partie de mon axe, c'est ce sentiment d'étrangeté, hein. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place auprès des personnes de ma génération. Je n'ai jamais vraiment eu ma place dans les codes, je ne fit pas dans les moules en général. Je vois le monde autrement, avec une certaine profondeur, un regard presque, chirurgical, j'ai envie de dire. Je questionne beaucoup, j'ai une soif de sens et ce qui m'a permis de reconnecter à mon axe à un moment donné, c'est le moment où j'ai cessé de rejeter cette part criante de moi. C'est ce moment où j'ai commencé à penser: «Well, je suis différente» et ça, c'est ma plus grande responsabilité. Ce qu'on essaie de camoufler pendant des années, c'est exactement ce qu'on est appelé à incarner en totalité. Alors, on comprend que le premier pilier de l'axe, c'est la connaissance de soi, l'identité profonde et les caractéristiques qui nous constituent. C'est notre signature intérieure personnelle, notre tonalité intérieure qui définissent notre manière d'être au monde, de penser, de ressentir,
de choisir. Carl Jung appelait ça le processus d'individuation. Devenir ce que l'on est vraiment, au-delà des masques, des attentes, des projections. Il disait plus précisément que le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est. Et ça, c'est un vrai travail de fond. Parce qu'on nous apprend très tôt à plaire, à s'adapter, à se fondre dans la masse. On devient des experts en survie, mais finalement des étrangers à nous-mêmes. Ensuite, le deuxième pilier de l'axe qui découle naturellement du premier, c'est la mission de vie. C'est de sentir que ma vie a un sens, que je ne suis pas là par hasard, que quelque chose m'appelle. C'est pas forcément une vocation spectaculaire, mais une direction intérieure, un fil conducteur intérieur. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, reprenait souvent les mots de Nietzsche qui disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment ». Donc le sens, c'est une nécessité existentielle. Puis il y a un troisième pilier qui devrait être le premier, tant il est important pour moi, c'est la connexion au divin. Dans le soufisme, on parle de la nostalgie du retour. Il existe comme un centre vertical, plus grand que nous. L'axe ultime pour moi, ce n'est pas l'identité, c'est la relation à Dieu. C'est la relation au transcendant qui nous rappelle que nous venons d'une source. Et finalement, le quatrième pilier de l'axe, c'est aussi le corps. Antonio Damasio parlait des marqueurs somatiques. En d'autres termes, le corps, c'est très souvent avant nous. Il faut savoir écouter son corps. Lorsque je suis alignée, quand je suis dans mon axe, je suis détendue, j'ai les idées claires, ma respiration est plus profonde, je suis confiante. A contrario, quand je sors de mon axe ou que je m'en décale, je ressens de la pression, de la tension, de la fatigue, du brouillard intérieur, de la lourdeur. L'axe intérieur s'applique dans toutes les sphères de la vie, partout où on décide de se choisir ou de se trahir. Quand je décide de rester malgré que, ou quand je décide de partir même si. Dans le choix de nos carrières professionnelles, par exemple, combien de personnes refusent d'écouter leur voix intérieure parce qu'il faut rassurer la famille, faire ce qui est jugé sérieux, faire ce qu'on attend d'eux? Chaque choix est un test de fidélité intérieure. Et du coup, dans la foulée, j'ai aussi compris que nous ne venons pas tous sur cette terre pour les mêmes raisons. Nos axes sont différents, nos chemins sont différents, nos épreuves aussi sont différentes. Et vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre, c'est perdre son axe. On a trop tendance à se comparer, à se dire « Pourquoi moi je vis ça? Pourquoi je n'ai pas ce qu'ils ont ?» Mais je peux pas regarder la vie amoureuse d'une autre personne et me juger par rapport à cela. Je ne peux pas regarder la vitesse à laquelle les autres se réalisent et en faire la mesure de ma vie. Parce que chaque âme a son chemin, chaque âme a son rythme, chaque âme a sa leçon de vie centrale. Dans le christianisme, Paul utilise une image extrêmement puissante. Il parle d'un seul corps et de plusieurs membres. Autrement dit, même quand on appartient au même ensemble, on n'a pas la même fonction, ni la même place, ni la même vocation. Et finalement, comme dans toute chose, l'axe intérieur est aussi fait de paradoxes. On nous dit souvent qu'il faut rester dans son axe, comme si l'alignement était un état permanent qui doit être parfait, sans faute, sans faille, comme si une fois trouvé, on ne devait plus jamais en sortir. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. J'ai compris que parfois on sort de son axe, non pas par faiblesse, mais par pédagogie, pour apprendre, pour affiner le discernement intérieur. L'éloignement te fait sentir ton axe. Avant, tu comprends intellectuellement. Après, tu comprends par expérience. Donc la maturité ne vient pas de l'évitement de l'erreur. Elle vient lorsque tu traverses une expérience de manière consciente. Parce que le cerveau, lui, il apprend par contraste. On ne sait pas vraiment ce qu'est la chaleur tant qu'on n'a pas eu froid. Mais attention aussi, hein, parce que tout a une limite dans la vie. Quand tu t'éloignes trop de ton axe, eh ben, tu peux le perdre. Je veux terminer avec 7 leçons que cette relation m'a apprises. La première, c'est que
ce n'est pas parce qu'une relation est meilleure que tout ce que tu as connu qu'elle est forcément faite pour toi. Parce que mieux ne veut pas dire juste, et moins pire ne veut pas dire aligné. Deuxième leçon, la fidélité à l'axe demande la capacité de ne plus se trahir, même quand on aime profondément la personne. Même quand le lien est magique, il est magnifique, il faut avoir la force de refuser de se fragmenter, de refuser de vivre en contradiction intérieure. Et ça, c'est une vérité qui est douloureusement rude, parce qu'on apprend à être fidèle aux autres, à honorer nos engagements, à tenir bon, mais très peu à être fidèle à nous-mêmes. Leçon numéro 3, les principes qu'on érige, les règles rigides, les plus jamais, elles ne sont pas là pour être adorées comme des statues. La vie s'en fout royalement des dogmes. La vie, elle teste, elle met à l'épreuve, elle te met face au désir, elle te met face à l'attachement, elle te met face à la peur de perdre, elle te met face au presque parfait. Aussi, une règle peut être juste à un moment donné de la vie, et ensuite elle peut devenir insuffisante parce qu'on grandit. Tout ça, ça m'a permis de comprendre la place réelle des règles. Les règles sont comme des échafaudages. Elles soutiennent la construction, mais elles ne sont pas la maison. À un moment donné, il faut réévaluer l'échafaudage. Est-ce qu'il sert encore à nourrir la vie en moi ou est-ce qu'il m'empêche de vivre? Moi, avant, j'avais placé des règles pour éviter de souffrir à nouveau. Ces règles m'ont sauvée, mais cette relation est venue m'apprendre que ce n'est pas la règle qu'on suit aveuglément qui garantit la fidélité à l'axe, c'est la conscience. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que je respecte la règle à la lettre, mais est-ce que je suis encore connectée à la vérité qui a donné naissance à cette règle que j'avais établie. Leçon numéro 4. Après ma dernière relation toxique, j'étais entrée dans une longue période d'immersion spirituelle, ce qui a failli presque me faire oublier que je suis aussi humaine, hein, femme de chair. J'ai un esprit, mais j'ai aussi un corps qui a des désirs, qui a des besoins de contact, de chaleur, de présence humaine. Et voilà, ces deux dimensions cohabitent en moi, la chair et l'esprit. Donc cette relation m'a rendue humble. J'ai compris que la spiritualité n'annule pas la chair. La spiritualité ne supprime pas le désir. Elle ne transforme pas l'humain en ange. Il ne faut pas se croire au-dessus de nos désirs. La libido ne s'éradique pas par la morale. On l'intègre dans la conscience. Il faut apprendre à voir nos désirs clairement avec honnêteté. Leçon numéro 5. J'ai aussi compris que ce n'était pas seulement une histoire de bons ou de mauvais partenaires ou de relations toxiques versus relations saines. C'était aussi et surtout une question de clarté intérieure. Je me suis rendu compte que je ne savais pas encore assez précisément ce que je désirais vivre concrètement comme type de relation amoureuse. Je savais ce que je ne voulais plus, ça c'était sûr, mais je ne savais pas encore assez clairement ce que je voulais construire avec un partenaire. J'ai compris que sans intention claire, je peux changer d'homme, je peux changer d'histoire et rester dans la même dynamique parce que les intentions ne sont pas clarifiées. Donc aujourd'hui, je ne suis plus en train de me demander est-ce qu'il est mieux que les précédents? Je suis en train de me demander est-ce que cette relation qui se présente à moi sert la vie que je suis appelée à vivre? Et toi aussi, tu peux me répondre en commentaire. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux vivre en amour ou est-ce que tu sais seulement ce que tu ne veux plus vivre? Leçon numéro 6 qui est complémentaire à la 5e. Nous prions Dieu pour qu'il nous apporte la personne idéale. On s'impose des règles de vie impressionnantes. Plus de rapports charnels jusqu'au mariage, plus de relations toxiques, plus de compromis, plus de personnes instables. Et puis bon, ces règles sont nécessaires, je n'en disconviens pas, comme je le disais plus tôt. Elles protègent, elles structurent, mais elles ne transforment pas. Pour vivre la relation que l'on pense mériter, il y a aussi un vrai travail de fond à faire qui passe par des expériences concrètes qui nous mettent face à nos schémas toxiques, à nos schémas répétitifs, à nos blessures. On prie pour une bénédiction, mais on évite parfois la transformation. On demande le fruit sans accepter le travail de la terre.
La vraie prière, ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière qui consiste à dire à Dieu: «Seigneur, je suis disponible à être changé». Et donc Dieu ne nous épargne pas toujours les expériences difficiles, parce qu'elles sont formatrices. On ne comprend pas la trahison, en lisant un livre, on la comprend quand on est trahi. On ne comprend pas la dignité dans un épisode de podcast, on la comprend le jour où on part d'une relation dans laquelle on n'est pas respecté. Donc les expériences de vie sont sacrées. Elles enseignent ce que les discours ne peuvent pas. Du coup, j'ai changé ma manière de prier. Je ne dis plus Seigneur, envoie-moi l'homme idéal. Je dis Seigneur, fais de moi cette femme capable de vivre cet amour. Leçon numéro 7. Il est possible d'avoir une forte compatibilité émotionnelle et mentale avec une personne, et pourtant ne pas vivre dans le même univers intérieur, ne pas partager la même vision du monde, les mêmes croyances, la même manière de donner du sens au quotidien. Et donc ce qui fait qu'on est profondément incompatible existentiellement à la source, parce qu'il y a un niveau plus profond que l'émotion, c'est le sens. Deux êtres peuvent se faire du bien, beaucoup de bien même, et pourtant ne pas marcher dans la même direction. Ça, c'est une vérité qui est très difficile à accepter, et c'est là que la maturité entre en compte, parce qu'il faut comprendre que mon univers intérieur n'est pas supérieur au sien, le sien n'est pas inférieur au mien, ils sont juste différents. Tu essaies par exemple d'expliquer à l'autre que d'une façon ou d'une autre tu souffres, pas parce qu'il est violent, pas parce qu'il est méchant, mais parce que quelque chose dans la relation te décale de toi. Et en face, l'autre a du mal à comprendre. L'autre ne saisit même pas, et il peut même être sincère, mais il ne voit pas ce que tu vois. Et quand tu essaies de lui expliquer ça et que ça ne passe pas, je pense que c'est un signe que la relation risque d'être très difficile à long terme. Leçon numéro 8, hein, c'est que les blessures ne disparaissent pas toujours totalement. Elles peuvent se réveiller même après avoir effectué un long travail intérieur, pas parce qu'on a régressé, mais parce que certaines couches se révèlent uniquement à la lumière d'une nouvelle relation. Et là, il faut faire une grande différence entre ces relations qui appuient sur la blessure et ces relations qui aident à guérir. Leçon numéro 9, c'est qu'avant, je pensais qu'une rupture devait forcément être explosive, dramatique, pleine de larmes, pleine de colère, comme si l'intensité de la douleur prouvait la profondeur du lien. Mais ce n'est pas vrai. On peut mettre fin à une histoire sans cri, sans théâtre. C'est pas parce que ça ne fait pas mal. C'est parce qu'à un moment, tu vois, tu observes, tu comprends. Et un jour, sans scène, sans clash, tu as un déclic. Tu sais que ce lien ne te mènera pas là où tu es appelé à partir. Tu sais que tu commences à te perdre. Tu sais que tu dois partir par simple fidélité à toi-même. Parfois, une relation n'est même pas là pour durer. Parfois, elle vient pour t'enseigner une leçon. Et savoir partir quand la leçon est intégrée sans salir ce qui a été beau, c'est d'une grande force intérieure. La 10e et dernière leçon, c'est que on peut ressentir de l'excitation face à un lien qui, pour la première fois, a une atmosphère très différente de ce qu'on a toujours connu. Donc, il y a une atmosphère plus saine, plus profonde, plus douce, plus paisible. Mais il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter lorsque les conditions ne sont pas favorables. Il faut être patient, il faut observer, il faut éviter de se projeter dans des réalités futures potentielles. Il faut laisser le temps faire son travail, laisser le temps révéler ce qui doit l'être. En conclusion, je te dirais, ne reste jamais là où tu dois te quitter pour que ça tienne. La solitude n'est pas le plus grand danger. Le réel danger, c'est de vivre accompagné en étant absent de toi-même. On peut être avec quelqu'un et pourtant se sentir tellement seul. À l'inverse, on peut être seul, mais profondément habité intérieurement parce qu'on est aligné à notre axe. Dans la Bible, dans le Marc 8, verset 36, il est écrit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» J'ai envie de te poser une question. Où est-ce que tu restes dans quelque chose de pas si mal, de presque parfait, mais qui te demande de t'éloigner de toi petit à petit?
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il servira à aider une personne qui traverse cette situation. Si tu as aimé l'épisode, partage-le. Tu peux booster la vidéo aussi afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes. Laisse un j'aime, abonne-toi, active la cloche de notification pour les vidéos à venir. Et puis, bah, je te dis à très bientôt.